C'est-à-dire qu'en fait, depuis des années ou des décennies, vous êtes en train de nous spolier, de nous piller en prenant une marge qui est excessive. Et donc, la seule question qui devrait se poser, c'est non pas qu'il faut évidemment immédiatement leur imposer cette réduction, et bien plus encore, mais surtout, il faut leur dire, mais et les profits de ces 10, 20, 30, 40 dernières années? Là, on ne voit pas plus comme le mire des réparations par rapport à l'esclavage, ainsi de suite. Non, 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 on vous parle de questions très claires, de très court terme, et immédiatement tangibles, mesurables. Si vous faites 15% de surprofit, minimum, puisque vous êtes prêt à les réduire en un claquement de doigts, avec quelques manifestations, ça suffit immédiatement à vous faire suffisamment peur pour que vous réduisiez. Où est le stock de profit que vous avez fait ces dernières décennies? C'est cette question qui devrait être posée. Et au lieu de voir la chance, les autorités à la fois de l'État et les forces économiques que je décrivais, au lieu de voir ces 3000 personnes qui ont une emprise complète sur ce territoire, au lieu de voir le miracle qui consistait à voir qu'ils avaient en face d'eux des personnes raisonnables, le R, Aude, Gladys et tous ceux qu'ils portent derrière, qui étaient prêts à faire des compromis, qui étaient prêts à tourner la page sur ces exploitations et ces violences qu'ils ont subies pendant des décennies au profit d'une forme de nouveau contrat social, d'un nouvel équilibre. Ils ont décidé d'essayer de les détruire. Et si vous essayez de détruire les gens qui sont raisonnables en face de vous, si vous essayez de les mettre en détention, en montant un piège grossier avec l'appui d'un certain nombre de forces médiatiques comme RCI derrière pour essayer de faire le service après-vente en les invitant à vous rejoindre dans la partie officielle de la résidence du préfet, pas au domicile du préfet comme on a essayé de le faire croire, dans la partie officielle pour... C'est-à-dire que Rodrigue Petitot n'aurait même pas dû se mettre dans une position de vulnérabilité à leur égard. L'insulte qui consistait à ce qu'après avoir réclamé pendant des semaines et des semaines que le ministre des Outre-mer fasse le minimum qu'il devait faire, c'est-à-dire se rendre sur ce territoire, qui était en pleine crise sociale, économique, politique, pour essayer de faire son travail tout simplement, au lieu d'aller de dîner en ville dans le petit Paris. Une fois qu'ils obtiennent ce qui aurait dû être un dû pour le peuple martiniquais, et que cet homme décide qu'il ne va pas les recevoir, ce crachat au visage d'un représentant des forces sociales majoritaires de ce pays n'aurait même pas dû amener M. Petitot à avoir la cordialité et quelque part la bienveillance de lui-même, mais quelque part quelque chose déjà en soi quasiment d'humiliant, d'avoir à se rendre, lui, au pied de ces êtres qui se comportent comme des maîtres, pour demander, se retrouver dans une position presque d'avoir à quémander. Et cet homme, évidemment, a sa dignité, a sa fierté, et du coup n'y est pas allé dans cette position qu'ils espéraient, plié, soumis, qui était la seule position à laquelle ils étaient prêts à le recevoir. Qu'est-ce que ça nous dit de l'imaginaire colonial dans lequel ces êtres vivent? Le noir est accepté dans la plantation que plié. Le nègre n'est accepté auprès du maître que si il fait pénitence. Il faut que les Martiniquais prennent conscience que c'est ainsi que ces gens perçoivent. Et donc, parce qu'ils ne se plient pas, on va lui faire payer. Alors, il n'y a plus de fouet en Martinique. Il n'y a plus de chiens. Mais il y a encore des geôles. Il y a encore des espaces où l'on va enfermer et tenter de priver de sa dignité un homme, avec, j'imagine, des conditions de sécurité drastiques, avec, j'imagine, des fouilles qui doivent être particulièrement dégradantes. Et il faudrait concéder à tout cela, et il faudrait aller à nouveau quémander et envoyer on ne sait qui, à travers des acteurs culturels à l'Élysée, prier qu'un médiocre conseiller quelconque qui n'a peut-être jamais même mis les pieds en Martinique, demander audience comme cela. C'est à ça, aujourd'hui, que l'on est réduit. Et là, je dis on parce que ça fait suffisamment d'années que je suis aux côtés de personnes que ce pouvoir essaye d'humilier, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient leurs conditions, mais qui souvent, justement, sont considérées comme des riens, pour reprendre des termes, de ce pouvoir. Et je n'en peux plus de les voir, à chaque fois, devoir se soumettre parce qu'on espère, en échange d'une forme de compromission temporaire, d'obtenir ici ou là qu'on finisse par libérer un être. Avec Noël Defour, on a tenu. Et je tiens à le dire à ceux qui n'ont pas tenu pendant cette procédure, qui n'ont pas eu la force et la dignité qu'a eu Noël Defour, qui a été à aucun moment concédé, et qui a fait ces 2 ans en détention provisoire, alors qu'il n'était condamné de rien. Il a tenu. Il a tenu à 8000 km de chez lui, alors qu'il avait un enfant en bas âge, qui a eu des difficultés de santé gravissimes, qu'il a failli perdre, qu'on n'a pas autorisé à aller voir alors qu'elle était sur le lit de mort avec une tumeur au cerveau à 3 ans, qu'on n'a pas permis
d'aller voir. Lui, il a tenu. Il a tenu parce qu'il tenait à sa dignité et qu'il n'était pas prêt à échanger sa dignité pour sa liberté. Et donc la question que l'on doit se poser, nous, collectivement, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour sortir du piège qui nous tendent régulièrement, qui consiste à prendre en otage? Mais ça, on va l'aborder tout à l'heure, Juan Branco.